Titus Burckhardt, Miroir de l'intellect. Chapitre 1er. Contre Teilhard de Chardin. L'esprit ou l'intellect humain possède la capacité de transcender les contingences biologiques, de voir les choses objectivement et essentiellement, et de formuler des jugements. Teilhard de Chardin confond la faculté cérébrale avec celle qu'on peut appeler, entre guillemets, noétique. Le nous, ouvrez la parenthèse, égale intellect, égale esprit. Fermez la parenthèse. Mais pas réductible à la seule activité du cerveau. Le cerveau tâtonne, entre guillemets, vers la connaissance, alors que l'intellect tranche et connaît directement. La faculté vraiment intellectuelle qui consiste à distinguer le vrai du faux, à opérer le discernement entre l'absolu et le relatif, est par rapport au plan biologique ce que la ligne verticale est pour la ligne horizontale, métaphoriquement parlant. Elle relève d'une dimension ontologique entièrement différente. Et c'est précisément parce que l'homme porte en lui-même cette dimension qu'il ne saurait être seulement un phénomène biologique transitoire. Au contraire, il est, dans ce monde physique et terrestre, un centre absolu. Cette centralité se révèle aussi par le don du langage, qui n'appartient qu'à l'être humain, et qui, justement, présuppose la faculté d'objectiver les choses, de se situer au-delà et au-dessus des apparences. Le caractère absolu de l'état humain et de la forme qu'il revêt sur cette terre se trouve confirmé par la doctrine de l'incarnation du Verbe divin, doctrine qui perd toute sa signification dans le système de Teilhard. S'il est vrai que l'homme possède fondamentalement la capacité de connaître Dieu, si en d'autres termes l'accomplissement de la fonction qui est la sienne par définition est bien une voie menant à Dieu, il s'ensuit logiquement que l'apparition sur terre d'un surhomme n'a aucune justification. Une telle créature serait un pléonasme. Pauvres saints, ils sont venus 1 million d'années trop tôt. Pas un seul toutefois n'eût jamais accepté l'idée que Dieu puisse être atteint sur le plan biologique, ou par la voie d'une recherche scientifique collective. D'après le système teilhardien, la faculté noétique, entre guillemets, de l'homme est liée à sa jeunesse biologique, non pas comme l'œil est en relation avec les autres parties du corps humain, mais plutôt comme une phase d'un développement et en rapport avec le développement pris dans son ensemble, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'œil peut voir les autres membres et organes, ne serait-ce que dans un miroir, mais le simple fragment ne saurait avoir connaissance du tout dont il émane. Ceci avait déjà été établi par Aristote. Quiconque affirme que toute chose est dans un état de flux ne pourra jamais prouver cette affirmation, pour la simple raison que cette dernière ne peut s'appuyer sur rien qui soit en dehors de ce flux. Il y a donc contradiction interne. Une déclaration doctrinale qui se réfère non pas à la métaphysique, mais à un dogme ou à une question morale, peut être parfaitement valide dans le cadre de telle religion, sans pour autant être nécessairement valide dans le cadre d'une autre religion, laquelle sera pourtant aussi authentique que la première. Mais ceci ne s'applique pas à Teilhard de Chardin. Sa thèse sur l'origine de l'homme est opposée non seulement à la forme et à l'esprit de la doctrine chrétienne, mais aussi à toute la sagesse traditionnelle. Disons simplement que cette thèse est fausse, et qu'elle n'exprime pas la moindre parcelle de vérité transcendante. Comment le pourrait-elle, du reste, puisqu'elle rejette la notion même de vérité? D'après Teilhard de Chardin, l'intelligence elle-même, y compris ce qu'il y a de plus profond et d'implicitement divin en elle, est soumise à la loi du changement. Elle évolue parallèlement à l'évolution supposée de la matière, de telle sorte qu'elle ne saurait avoir de contenu fixe et immuable. L'intellect humain, toujours selon Teilhard, est entièrement, ouvrez les guillemets, en devenir, fermez les guillemets. C'est là au demeurant que la thèse teilhardienne se contredit elle-même, car si l'intelligence humaine n'a pas d'existence en dehors de la matière, laquelle est dans un processus de transformation progressive depuis l'âge des premiers mollusques, comment l'homme, cet être, ouvrez les guillemets, à demi développé, fermez les guillemets, pourrait-il donc embrasser du regard la totalité du mouvement qu'il le porte en avant? Comment ce qui est essentiellement impermanent pourrait-il bien juger de la nature de l'impermanence?
Ce seul argument devrait suffire pour ruiner la thèse taylardienne. Il reste à expliquer pourquoi cette thèse a rencontré un tel succès. L'homme moyen de notre époque croit, entre guillemets, avant tout en la science qui a produit la chirurgie et l'industrie moderne. Elle cette fois constitue pratiquement toute sa religion. S'il se considère en même temps chrétien, ces deux, entre guillemets, religions vont entrer en conflit à l'intérieur de son âme. Et ce conflit provoque une crise latente qui exige une solution. Teilhard a pu donner l'illusion d'apporter cette solution. Il, ouvrez les guillemets, réconcilie les opposés, fermez les guillemets, mais non point, comme il devrait le faire, en opérant une distinction entre des niveaux de réalité différents, d'une part celui de la science, qui est exact sur son plan, mais nécessairement fragmentaire et conditionnel, et d'autre part celui de la foi, qui est lié à des certitudes éternelles. Non, Teilhard crée une confusion inextricable entre ces deux niveaux. Il prête à la science empirique un caractère de certitude absolue, qu'elle n'a point et ne saurait avoir, et projette en Dieu lui-même l'idée de progrès. En outre, il met en avant la théorie de la transformation des espèces comme s'il s'agissait d'un fait avéré, alors que ce n'est qu'une simple hypothèse, comme l'admettent d'ailleurs la plupart de ses partisans sérieux. En fait, on n'a jamais produit aucune preuve valable de cette théorie, et si malgré tout elle reste en vigueur, c'est parce que les esprits modernes ne peuvent concevoir qu'une genèse située dans le temps, la genèse verticale, entre guillemets, des formes particulières de la vie, à partir des degrés supraformels et animiques de l'existence, dépassent tout simplement leur horizon intellectuel. Néanmoins, l'honnêteté scientifique exige que l'on fasse la différence entre la preuve et l'hypothèse, et que l'on ne bâtisse pas, comme le fait Teilhard, toute une philosophie, et en fait, une pseudo-religion, sur une base entièrement conjecturale. Il n'est pas du tout fortuit que Teilhard fût dupe de la fameuse supercherie de Piltdown, les anthropos de triste mémoire, et qu'il fut l'un des inventeurs du non moins fantaisiste synanthrope, entre guillemets, de Chu Ku Tien. Mais l'aspect le plus pervers et le plus grotesque du teilhardisme est le fait qu'il se voit obligé de considérer les prophètes et les sages d'autrefois comme des êtres mentalement, ouvrez les guillemets, sous-développés, fermez les guillemets. Ne sont-ils pas un peu plus proches du singe que n'est l'homme moderne? Il est vrai qu'à cet égard, la thèse de Teilhard de Chardin n'a rien d'original. Sa seule innovation est d'être un cheval de Troie destiné à introduire le matérialisme et le progressisme au sein même de la religion.